Une partie repose sur les recommandations qu'on a rédigées avec des camarades qui sont d'ailleurs dans la pièce et qui ont été publiées au mois d'août. J'ai essayé, tout au cours de ce que je vais vous raconter, de retrouver là où on peut faire des choses. Et ça apparaîtra comme ça, là. Donc, peut-être, Mathias, si vous pouvez me rendre le service d'aller continuer le travail de rédaction. Merci. C'est pas difficile d'écrire mieux que moi. Peut-être vous pouvez changer la page. J'en ai plusieurs. Encore faut-il les diffuser. Et il y a un travail qui est en cours avec la filière Respifid et la Société de pneumologie de langue française. Travail qui sollicite nos camarades des 4 compagnies pharmaceutiques impliquées dans le traitement du déficit pour faire un petit document papier qui sera, grâce à nos camarades, remis aux pneumologues pour partager les recommandations. Et je pense que c'est un élément important, de même que les recommandations ont été préparées et rédigées avec le soutien de la Société de pneumologie de langue française, qui a bénéficié de dons des 1, 2, 3, puis 4 industriels. La fentrypsine est une glycoprotéine plasmatique. Il y a plus de 600 variants, hein, parmi les 410 millions de variants que l'on a. Chacun a 4 millions de variants. Peut-être deux points assez marrants, on ne voit même pas la flèche là-haut. Et alors comment ça fait ça? Peut-être qu'il faut utiliser l'outil pointeur laser. Voilà. Voilà. Merci. C'est ça le truc. C'était ça que je voulais. Eh oui. D'abord, S, à l'usage, ça n'a aucune importance. Il faut qu'on oublie S, ça n'a aucune importance, ça fait rien. Homozygote, ça fait rien. Ça fait rien pour le foie, homozygote. Hétérozygote SZ par rapport à MZ, peut-être un peu plus, mais c'est même pas sûr. Le variant principal, c'est Z. C'est un variant rare, hein. 2 pour 1000 des personnes ont ce variant. C'est très peu. Il est important en France de connaître M. Malton. C'est un variant qui est plutôt observé parmi des gens qui sont originaires du Sud, mais à nouveau, la répartition n'est pas ce qu'on pensait. Par exemple, il y a des Z dans la péninsule ibérique, alors qu'on pensait qu'il y avait surtout des S. Et M. Malton, c'est tout pareil que Z, simplement la mutation est de nature très différente, mais en termes de maladie, il est à peu près sûr, j'en reviendrai tout à l'heure. Et puis les autres mutations qu'il faut absolument connaître, c'est toutes celles qui s'appellent Q0 ou nul. Je suis absolument désolé pour les gens qui sont Q0 ou nul. Je trouve ça très grossier de dire à quelqu'un qu'il est Q0 ou lui dire qu'il peut choisir, il peut être nul. Alors là, c'est très très rare et il y en a plusieurs différentes. En RCP récemment, on a discuté d'un malade homozygote nul-nul à qui je crois bien avoir pu prétendre qu'il était unique au monde. Je crois que j'avais raison en lui disant ça. Ça ne l'a pas rendu plus heureux pour autant. Pour Z et M. Malton, le mécanisme est donc un repliement anormal. Le repliement anormal, qui s'appelle en anglais misfolding, c'est une pathologie moléculaire, c'est une maladie des protéines qui est beaucoup plus importante et fréquente qu'on pensait. Il y a le déficit en alpha-antitrypsine, c'est le gène CCRPIN1. Il y a la forme principale de la mucoviscidose, dont le mécanisme de la maladie est le mauvais repliement. On sait maintenant qu'il y a de rares fibroses pulmonaires familiales, une maladie du repliement du surfactant. Il y a la maladie de Gaucher, dont on sait depuis un moment, et le Wilson, dont on ne savait pas initialement que c'était ça. La forme la plus fréquente d'hémochromatose est une maladie rare qui s'appelle l'œdème angionévrotique héréditaire. Incidemment, c'est aussi une molécule de la même famille, une serpine. Donc, c'est quelque chose de fréquent. L'intérêt majeur, c'est que plus il y a de maladies, plus il y a d'intérêt pour les industriels à développer des médicaments qui vont agir sur ce phénomène. Donc c'est un élément très important pour les personnes qui sont Z, en particulier homozygotes. Le déficit en alpha-antitrypsine, c'est une maladie autosomique récessive, 10 000 personnes en France, on pense, on ne sait pas, due à la présence à l'état homozygote du variant Z du gène SERPINA1, c'est pareil pour M. Malton. Cette définition chagrine Madame Lefrançois. Il y a un autre truc qui chagrine Madame Lefrançois, puis peut-être d'autres. Actuellement, on peut considérer que le déficit, c'est les personnes qui sont homozygotes.
Et il convient de s'affranchir de l'habitude que l'on a de parler de déficit intermédiaire parce que ça ne sert pas à grand-chose pour les autres. Les autres, j'y reviendrai, c'est la présence du variant Z à l'état hétérozygote. En tous les cas, la maladie autosomique récessive a comme manifestation un déficit sévère, c'est-à-dire un abaissement important de la concentration d'alpha-antitrypsine, le risque de développer une BPCO sous forme d'emphysème, un risque de développer une hépatopathie cirrhogène, et la paniculite est une maladie absolument exceptionnelle. L'atteinte hépatique du déficit est liée à la rétention de la protéine mal repliée. Chez l'enfant, Mathias l'a développé. Chez l'adulte, à Bichat et à Lyon, on a montré que les adultes qui ont un déficit et un emphysème, il y en a plus de 10% qui ont une maladie hépatique, quelle que soit la façon dont on regarde. La maladie hépatique, c'est une fibrose hépatique, parfois une stéatose. Stéatose, c'est le foie gras, simplement. Et ça peut évoluer vers une cirrhose et il y a un risque de cancer du foie. Les outils qui sont utilisés, c'est l'échographie du foie et le fibroscan qu'on a étudié. Ce qui est important à savoir, c'est que la maladie hépatique chez l'adulte, et c'est aussi vrai chez l'enfant, chez l'adulte, est d'autant plus précoce et sévère que le malade boit ou est obèse. Mais la maladie peut arriver chez des gens qui ne boivent pas, qui ne sont pas obèses. Là, on a des besoins. C'est que les hépatologues adultes soient attentifs à ça. Et il y a des recommandations de l'Association française d'études du foie qui suggèrent de rechercher chez les malades qui ont des maladies, tous les malades qui ont une maladie du foie. Je crois que c'est le texte, je ne sais plus comment c'est. Oui, merci Hervé. Ça n'est pas fait pour le moment. Et puis l'autre attention, c'est que nous avons du mal, peut-être là qu'il faut le mettre, j'y reviendrai peut-être, nous avons du mal les uns et les autres à identifier des gastro-entérologues et pathologues, c'est une sous-marque, qui aient une attention pour le déficit et qui connaissent le déficit. Alors il y a quelques CHU où on a une grande chance, c'est le cas de Bichat et de Louis Pradel à Lyon, d'avoir des interactions avec un ou plusieurs hépatologues qui s'y intéressent beaucoup. Mais pour les malades qu'on voit qui viennent en dehors de Paris et en dehors de Lyon, il est parfois très difficile d'identifier des praticiens qui pourront évaluer la situation des malades. C'est correct, Hervé ? C'est correct. Pour ce qui est de l'atteinte pulmonaire, elle est essentiellement due au fait qu'il n'y a pas de protection contre l'enzyme qui est produit par les neutrophiles et qui dégrade le poumon. On observe le risque d'une bronchopneumopathie chronique obstructive se présentant comme un emphysème, c'est une destruction du fond du poumon, ce qui fait que les malades ont un trouble ventilatoire obstructif, un abaissement du VEMS, ce que Philippe évoquait, qui n'est pas réversible quand on administre des bêta-2 mimétiques, une diminution du coefficient de transfert du monoxyde de carbone qui a longtemps été le seul moyen de faire le diagnostic d'emphysème. Le thorax est augmenté, le volume résiduel est augmenté, et sur le scanner, il y a un emphysème panlobulaire diffus. On peut quantifier l'emphysème, c'est une avancée considérable à mon sens, c'est quelque chose qui est disputé. Nous nous disputons avec le professeur Mal parfois à ce sujet, mais ça n'a pas d'importance. Le point important, c'est que la maladie pulmonaire est d'autant plus précoce et sévère que le malade fume. Même chose que pour le foie, mais on verra dans un instant, quelqu'un qui ne fume pas a un risque de développer une maladie pulmonaire plus tard dans la vie. La question, on l'a évoqué déjà, c'est qu'en est-il du poumon des gens qui sont plus jeunes que les adultes ? Le changement de paradigme qui est indispensable actuellement, c'est de sortir du déficit intermédiaire. Et le problème du déficit en alpha-antitrypsine, c'est qu'on était en avance considérable par rapport à l'évolution actuelle du déterminisme génétique des maladies. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on sait qu'il y a des allèles ou des variants qui prédisposent à des maladies respiratoires ou hépatiques, mais on les avait appelés déficit en alpha-antitrypsine et on identifiait par l'isoélectrofocalisation. En fait, il faut changer. 2 pour 1000 des personnes en France ont, à l'état hétérozygote, c'est-à-dire une seule copie, le variant Z du gène SERPINA1. Ce variant est identifié actuellement comme ce qu'on appelle un polymorphisme d'un seul nucléotide, c'est-à-dire qu'il y a juste une variation d'une base dans le code génétique. Et il y a, comme je disais au départ,
410 millions de variants comme ça qui permettent de différencier les êtres humains entre eux. La présence d'un variant augmente le risque de maladie et le variant Z, à ce titre-là, augmente le risque de maladie. On le détecte chez les personnes qui sont hétérozygotes, MZ ou SZ. Il y a une diminution modérée de la concentration d'alpha-antitrypsine et ça augmente le risque de BPCO et d'emphysème, mais uniquement chez les fumeurs, c'est ça le point important, et ça augmente le risque d'hépatopathie, mais uniquement en cas de consommation d'alcool excessive ou d'obésité, ou éventuellement en cas d'un autre facteur qui favorise les maladies du foie. Mais tout seul, ça n'augmente pas les maladies du foie, ça augmente aussi le risque d'autres maladies, granulomatose avec polyangéite, une atteinte vésiculaire, y compris un cancer des voies biliaires, et maintenant, il apparaît que ça augmente le risque d'embolie pulmonaire, au même titre d'ailleurs que le facteur 5 Leiden. Donc c'est des découvertes récentes. Ça augmente le risque de dilatation des bronches. Si on résume les risques, on peut le faire assez simplement. Ça, c'est la situation génétique, MM, MZ, SZ, ZZ. Ça, c'est le nombre estimé en France. Si vous êtes MZ, vous faites partie de 1,5 million de personnes. Ça, c'est le risque au niveau du poumon, au niveau du foie. Le risque normal, c'est le risque de la population générale. Augmenté, ça veut dire que si on fait des efforts, le risque est plus important. Des efforts en buvant, en fumant ou en étant obèse. Et le risque très élevé, ça veut dire qu'on peut être malade même en étant prudent. Le risque relatif d'emphysème peut être évalué pour les ZZ à 20, c'est-à-dire qu'il y a 20 fois plus de risque de faire un emphysème que la population normale. MZ ou SZ peut être évalué à 2, c'est une augmentation du risque, mais ce n'est pas dans les mêmes mesures. À partir de là, dans nos recommandations, on va passer en revue 2-3 trucs. Comment on fait quand quelqu'un a un déficit en alpha-antitrypsine connu ? Et pour savoir s'il est malade du poumon, on fait une série de mesures, spirométrie, mesure du transfert et scanner. Chez tous les gens, quand on dit recommandation, ça veut dire que c'est tout le monde. Quand on va dire proposer, c'est peu de gens. On recommande chez les adultes homozygotes ZZ et chez les adultes SZ ou MZ qui fument ou qui ne fument pas. Ça veut dire que les SZ et les MZ qui fument ou qui ont fumé. Ça veut dire que les MZ ou les SZ qui ne fument pas, on ne fait pas d'examen. On a un problème qu'avait effleuré Hervé Mal tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les examens sont normaux ? Personne ne sait. Nos avis sont extrêmement divergents entre des examens tous les ans et des examens tous les 10 ans, c'est vous dire où on va. S'ils ne sont pas normaux, on y reviendra dans un instant. La prévention, c'est qu'il convient que les homozygotes et hétérozygotes Z ne fument pas et s'assurent de la qualité des dispositifs de protection respiratoire en cas d'exposition professionnelle à des gaz, des irritants ou des produits toxiques. Ça fait partie des 2-3 recommandations qui sont directement issues de vous autres associations de malades, à la suite de questions posées de façon récurrente au cours de la réunion des familles, d'une part, et du conseil de Franck, le président de l'association belge. Les données dans la littérature ne sont pas suffisantes pour recommander de ne pas faire tel ou tel métier. On n'a pas assez de données. Par contre, la plupart des métiers, quand il y a un risque professionnel de maladie respiratoire, il y a des dispositifs qui sont utilisés. Et encore faut-il les utiliser correctement, encore faut-il qu'ils soient disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas, et que les utiliser correctement. Et puis, reste une question, je ne suis pas sûr qu'on puisse je mettais toujours, c'est la pollution intérieure. Pour partager une anecdote qui revient aussi au point d'avant, j'ai vu il n'y a pas longtemps une jeune femme de 20 ans, ZZ, non-fumeuse, fonction respiratoire normale, scanner normal, ce qui est discutable, mais scanner normal, vivant dans les Savoies quelconques, et je me suis lancé à lui dire qu'il fallait éviter les feux de cheminée. Et je me suis aperçu à ce moment-là, d'ailleurs, que ça lui posait un problème. Tu aurais recommandé d'éviter les feux de cheminée, Hervé ? Oui. D'accord. Mais donc, voilà, c'est un truc sur lequel il faut qu'on avance. Informer les membres de leur famille de l'existence d'une susceptibilité génétique favorisant les maladies respiratoires en cas de tabagisme et les maladies hépatiques en cas de consommation excessive d'alcool ou de surpoids. Pour ce qui est du traitement de la BPCO du déficit en alpha-antitrypsine, c'est simple. On fait tout pareil que pour la BPCO.
Alors, y compris les médicaments, la réadaptation respiratoire, la réduction pulmonaire, qui est une technique spécifique de traitement de l'emphysème et la greffe pulmonaire. Et on suit les malades et on les prend en charge exactement de la même façon. Ce qui résout le rythme de suivi quand quelqu'un a des anomalies respiratoires quelconques. On fait comme une BPCO normale. On a une difficulté qui est actuellement les données quant à l'utilisation de techniques particulières de traitement de l'emphysème et de la réduction pulmonaire, qui est la technique de valve, pour lesquelles les données sont encore incertaines dans le cadre du déficit en alpha-antitrypsine, mais on devrait avoir des progrès rapides dans ce domaine-là. On dispose de médicaments que l'on peut administrer par perfusion qui augmentent la concentration d'alpha-antitrypsine. Ce qu'on en sait, alors je vais essayer de vous décrire ça brièvement, ça c'est la diminution de la densité du poumon comme reflet de l'emphysème en fonction du temps chez des malades qui ont reçu un médicament, en l'occurrence le Resprisa, et des malades qui n'en ont pas reçu. Et la diminution de la densité du poumon, c'est-à-dire l'aggravation de l'emphysème, est moins importante chez les malades qui en ont reçu. C'est une étude randomisée en double aveugle, prospective. C'est la seule étude dont on dispose, qui montre l'efficacité du médicament, étude que l'on pourrait qualifier de moderne. Elle est importante parce que la densité pulmonaire a une valeur pronostique chez les malades qui ont un emphysème associé à un déficit en alpha-antitrypsine. Le risque de mourir est plus important si la densité est plus faible et plus important si la densité se dégrade plus vite. Je ne vais pas vous décrire le graphique en entier. Juste ce point-là, à l'heure qu'il est, il existe une difficulté qui est que les autorités de santé, en particulier américaines, ne retiennent pas ce paramètre comme étant un paramètre pertinent. Donc il y a une série d'études qui sont suspendues ou en difficulté parce qu'elles utilisaient ce paramètre, et il y a des études qui sont en train de naître qui veulent utiliser le temps jusqu'à l'apparition d'anomalies. Peut-être que je ne suis pas sûr qu'on puisse contribuer à la pertinence clinique, mais bon, mettez toujours, on verra. On fera le tri. Alors, un point important, nous avons retenu sur la base de cette étude les critères pour lesquels il faut proposer un traitement substitutif aux malades. Ce sont des malades qui ont moins de 70 ans, qui sont homozygotes, qui ont un emphysème et un VMS qui est compris entre 35 et 70%, et qui ne fument pas ou ne fument plus. Il y a des grades dans les recommandations. Grade A, c'est les meilleurs, grade B, c'est moyen, en dessus, c'est moins bon. Ça n'est une recommandation que de grade B. Alors, il y a beaucoup de traitements qu'on utilise qui a ce type de recommandation. Il est recommandé de ne pas prescrire de traitement substitutif en l'absence d'emphysème et de ne pas prescrire de traitement substitutif chez les personnes MZ. Et je pense que la recommandation la plus forte que nous faisons est que les indications soient validées au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et grâce à la filière Respifil, il y a maintenant une réunion de concertation nationale. C'est important parce qu'aux États-Unis d'Amérique, je crois qu'il y a un quart des malades qui ont un traitement substitutif qui sont MZ, et il n'y a aucun fondement pour faire ça. Et au cours des 2 années qui sont écoulées, j'ai rencontré 2 malades qui avaient un traitement substitutif qui n'avaient ni emphysème ni déficit. Donc c'est un peu embêtant. Dans les aspects pratiques, la posologie 60 mg kg, c'est hebdomadaire. Il n'y a pas de différence démontrée entre les 4 médicaments. Il y en a 3 qui existent actuellement, Alphalastin, Resprisa, Prolastin, et un qui arrive bientôt qui s'appelle le Rinphisia. C'est le même type de médicament. La délivrance est hospitalière, le médicament est administré au domicile. Les effets secondaires sont de rares céphalées. Ces médicaments sont gênés par le fait que ce sont des médicaments dérivés du sang et qu'il y a eu par le passé des retraits de l'eau, il n'y en a plus, et des ruptures de stock. Normalement, il ne devrait plus y en avoir. Je voudrais juste insister sur un point qui est que dans la prise en charge du déficit en alpha-antitrypsine, il y a des aspects où les praticiens n'agissent pas conformément à la réglementation ni à la loi. Pour ce qui est du traitement substitutif, il y a une circulaire de la Direction générale de la santé qui est un peu ancienne, mais qui, à ma connaissance, existe toujours, qui indique qu'il est nécessaire qu'il y ait un échange entre le praticien qui prescrit et le malade sur le fait qu'il s'agit d'un médicament dérivé du sang et que, comme tel, il est porteur d'un risque éventuel de transmission de maladies infectieuses. Je suis convaincu que ça n'est pas fait. En tous les cas, ça n'est certainement pas fait pour d'autres médicaments dérivés du sang qui sont largement prescrits, comme les immunoglobulines. Mais bon, c'est comme ça.
Ah, ça ne veut plus avancer. Hop. Voilà. Pour le foie, il est recommandé aux homozygotes et hétérozygotes de prendre un avis spécialisé visant à détecter une maladie hépatique. Là, nous avons un problème à résoudre qui est le lien dans le parcours de santé que vous vouliez aborder, qui est le lien, allez-y, mettez. C'est déjà là, mais ça fait, on le remet. Qui est le lien pneumo-hépato. Oui, ben, j'ai mis. Difficulté à identifier des hépatologues qui sont intéressés par le sujet et qui prendront en charge correctement. Limiter la consommation d'alcool et éviter le surpoids. Alors, après de longues discussions, pour la consommation d'alcool, c'est la consommation d'alcool comme c'est recommandé, c'est-à-dire pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Il existe un sous-diagnostic. Alors, désolé, il faut prendre 2-3 minutes là, pour ce tableau parce qu'il est critique. C'est la première fois qu'on a quelque chose de précis sur le sous-diagnostic. Jusque-là, on disait, on clamait partout, c'est sous-diagnostiqué. Là, c'est précis. Le contexte, c'est une étude britannique qui s'appelle UK Biobank. Bon, c'est simple, ils ont pris 500 000 Britanniques d'origine européenne, ils ont pris le sang, l'ADN, ils ont séquencé les gènes, et puis ils sont allés voir dans les bases de données de santé. Quand les malades sont hospitalisés, nous on remplit des trucs, là où on met le diagnostic, ça part dans un endroit qui est perdu, puis ça peut se retrouver. En Grande-Bretagne, c'est pareil, c'est les mêmes codes d'ailleurs. Et ils ont cherché, ça c'est l'ensemble des gens, 458 000, ceux qui ont une BPCO, diagnostic fait par des médecins, 17 000, les cirrhoses, 1400. Et puis là, ils ont mis le nombre de personnes qui sont connues comme ayant un code de déficit en alpha-antitrypsine. Et ils ont séquencé, ils ont identifié le nombre de personnes qui sont ZZ. Alors sur l'ensemble des personnes en Grande-Bretagne, c'est 0,3 pour 1000, donc c'est 3 pour 10 000 qui sont ZZ, c'est pas beaucoup, hein. Et parmi les BPCO, c'est 1,7 pour 1000, parmi les cirrhoses, c'est 2 pour 1000, donc c'est à peu près pareil, des personnes qui sont ZZ. Et là-dedans, ben c'est simple, sur les 140, il y en avait 9 qui étaient connus comme étant déficitaires, c'est-à-dire qu'il y a 94% des déficitaires qui ne sont pas connus en Grande-Bretagne, je vous garantis qu'en France c'est pareil, hein. Peut-être même pire. Enfin. Et parmi les gens qui ont une BPCO, il y en a quand même 80% qui ne sont pas connus, seulement 20%. Pour le foie, il triomphe, il y en a 0. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on augmente le dépistage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sous-diagnostic, parce qu'on peut conseiller de façon importante les homozygotes et les hétérozygotes, parce qu'on peut les adresser, pour ce qui est des pneumologues, les adresser à un docteur du foie, et parce qu'alors les personnes sont en capacité d'informer leur famille. Alors pour le poumon, il y a un problème, c'est que l'atteinte pulmonaire n'est pas aussi caricaturale que ce que je vous ai raconté. Si c'était complètement caricatural, je pense que les pneumologues ils y arriveraient. Mais ce n'est pas aussi caricatural, parce que les gens ont une BPCO, donc comme tout le monde, ils peuvent avoir une histoire d'asthme. Et nous sommes coupables d'avoir beaucoup raconté des histoires d'asthme qui étaient un déficit. Peuvent avoir une réversibilité significative des bronchiectasies, peuvent avoir surtout un emphysème sans trouble ventilatoire obstructif, et puis une prédominance au sommet. Et nous souffrons d'un mythe dans la littérature pneumologique et les recommandations. Le mythe est le suivant. Il est écrit qu'il faut chercher un déficit chez les malades quadragénaires qui ont un emphysème important et qui ne sont pas fumeurs. C'est un mythe. Parce que j'ai jamais vu de déficit qui était comme ça. T'en as vu, Hervé, des comme ça ? À 40 ans non-fumeur avec un emphysème sévère ? Ouais. Alors, en fait, comme vous l'abordiez, comme Philippe l'abordait tout à l'heure, ce qu'on observe, c'est des quadragénaires fumeurs qui ont un emphysème et des sexagénaires non-fumeurs qui ont un emphysème non obstructif. Donc, on est gêné par un mythe. Au total, il faut donc rechercher un déficit chez tous les malades qui ont un emphysème et chez tous les malades qui ont une BPCO. Alors là, ça se complique, parce qu'il faut qu'on trouve les voies et les moyens d'éduquer les camarades au dépistage. Et j'ai un premier plaidoyer, c'est que si on se lance dans des réunions pour augmenter la sensibilité des camarades pneumologues au déficit et que nos camarades industriels contribuent à ces réunions, je milite régulièrement pour des actions conjointes de tout le monde plutôt que des actions dispersées.
Et puis un problème que je ne sais absolument pas résoudre, que je ne suis pas sûr qu'on résolve aujourd'hui, on ne sait jamais, c'est la traçabilité du dépistage. Les pneumologues, ils soignent beaucoup de BPCO. Et imaginons qu'ils appliquent la recommandation correctement et qu'ils recherchent un déficit chez tous les BPCO. Le résultat, on va y venir dans un instant, sera généralement négatif. Et ils ne vont pas garder la trace du malade comme étant une BPCO sans déficit en alpha-antitrypsine, c'est absurde. Et au bout de 2-3 ans, il n'est plus possible de savoir s'il y a eu une recherche ou pas une recherche. Donc je ne sais pas comment on peut assurer une traçabilité de cela, mais je n'ai pas dit. Il est deuxième point de divergence avec Madame Lefrançois. Nous proposons de rechercher un déficit chez les parents, enfants, frères et sœurs d'une personne ayant un déficit. Nous n'avons pas recommandé cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Proposer, ça veut dire qu'il faut le faire chez certaines personnes. Et la raison pour laquelle nous ne l'avons pas recommandé, c'est la possibilité d'une trace génétique. Ceci est aussi issu d'une réunion, la réunion du 10e anniversaire, dans laquelle un des membres de l'association a soulevé ce problème de façon judicieuse. Et il existe un risque que la recherche soit de nature génétique. Et si la recherche est de nature génétique, elle est tracée comme étant une recherche génétique jusqu'à la fin des jours de la personne. Et donc, il convient que lorsqu'il souscrit une assurance ou des choses comme ça, il indique bien qu'il y a eu une recherche génétique. Aujourd'hui, il est illégal d'aller rechercher des traces génétiques dans les dossiers, mais premièrement, ce n'est pas difficile. Deuxièmement, tout le monde fait des choses illégales, et puis on ne sait jamais comment la législation va évoluer. Ouais. Quand vous dites qu'il est proposé de rechercher, ouais. C'est-à-dire qu'il est proposé, c'est le médecin qui choisit s'il veut le faire. Ouais. Oui. Oui, ou bien qu'il partage. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'exprime auprès du malade. Ce que je fais, moi, dans mon courrier, je dis qu'il faut informer la famille et que si les membres de la famille souhaitent savoir, ils peuvent faire réaliser un dosage et un phénotype. Voilà, c'est comme ça que je traduis proposer. Les gens qui disent recommander, ils écrivent il faut chercher. C'est ça la nuance. Mais à partir de là, toute personne, d'autant plus que nos prescriptions pour la recherche, je vais passer là-dessus, c'est trop long. Notre prescription pour la recherche, c'est un dosage. Dosage, ça coûte rien. C'est combien, Malika? Je ne sais jamais. 8 euros. Bon, voilà, c'est 8 euros. C'est coté par la Sécu, c'est remboursé par la Sécu. Donc, le dosage, ça ne coûte rien. Et c'est seulement si le dosage est anormal qu'il faut faire d'autres examens. À nouveau, le risque est lié à un problème français qui est que la méthode la méthode que les laboratoires de référence avec lesquels nous aimons travailler utilisent une technique qui est un peu compliquée et coûteuse, qui est l'isoélectrofocalisation. Les deux grands laboratoires privés qui gèrent ça préfèrent utiliser une technique moléculaire simple qui s'appelle la PCR. Mais cette technique moléculaire simple est une technique génétique. Et le prescripteur n'a pas la maîtrise complète de ce qui va être fait. Et c'est là où d'ailleurs il y a un problème réglementaire. C'est que j'ai des malades à qui j'ai prescrit un phénotype qui ont fini par avoir une technique moléculaire. Et la réglementation dit que la prescription doit être accompagnée d'un consentement du malade, de la personne au test, et ce consentement doit être obtenu après information délivrée par le prescripteur ou un conseiller en génétique. Et moi, je reçois des résultats où la note a été délivrée par la technicienne de laboratoire du laboratoire d'analyse privé périphérique, ce qui est illégal. Mais c'est comme ça. De la même façon, faire attention, hein, si je ne dis pas de bêtises, messieurs les pédiatres, il est interdit de réaliser un examen de nature génétique comme une PCR ou un séquençage à quelqu'un de moins de 18 ans qui n'est pas malade. Correct ? Confirmé, oui. Sauf à ce qu'il soit à risque d'une maladie très grave pour laquelle on puisse faire quelque chose, ce qui n'est pas le cas du déficit. Donc, il faut faire très, très attention au risque de se retrouver embarqué dans des trucs comme ça. Je vais déborder beaucoup, hein. Madame Lefrançois va me faire gronder. On va faire la pause tout de suite après.
Pour les pneumologues, c'est toujours utile de fixer les choses et ça va vous expliquer pourquoi le pneumologue a du mal à faire. Ça, c'est à partir des données de UK Biobank et de données épidémiologiques d'un Espagnol. Le nombre de personnes chez qui il faut faire un prélèvement pour trouver un homozygote ou des hétérozygotes. Alors, dans la population générale en France, on peut estimer que pour trouver un ZZ, il faudrait prélever 5000 personnes. Mais chez les malades qui ont une BPCO, il faudrait en prélever 600. Ça veut dire qu'un pneumologue normal, s'il a bien fait prélever 600 personnes, il va trouver un ZZ. Vous imaginez bien qu'il n'a pas 600 BPCO dans sa clientèle, et que comme il n'arrivera pas à en trouver, à un moment, il va se déprimer en se disant ça n'existe pas, je ne vais pas continuer de chercher, puisque c'est une situation rare. Par contre, il peut trouver un MZ toutes les 20 personnes, et il y a des recommandations de santé à apporter. Alors, il y a un truc que nous n'expliquons pas bien, et Malika, à l'occasion, si vous pouvez vérifier mes chiffres, ça me rendrait service. LFB a mis au point un test sur du buvard, que j'ai passé un peu vite, qui permet de faire le diagnostic au cabinet du pneumologue et d'avoir tous les examens qui sont réalisés pour le prix, pour la sécurité sociale du dosage simple. Et à partir des 530 premiers tests, la rentabilité a été assez bonne, puisque tous les 30 malades, il y a un ZZ qui a été découvert, sans qu'on sache qu'est-ce qui a guidé le pneumologue pour chercher chez telle ou telle personne plutôt que d'autres, parce qu'il n'avait pas à sa disposition 1 milliard de tests, donc il a sélectionné des gens. Mais c'est sûrement, peut-être que c'est un point à mettre là, je n'ai pas mis. Pour l'augmentation de la capacité, c'est le maintien et le développement des tests au cabinet. Je pense que ça, c'est la disponibilité de tests simples et un outil très important. Je n'avais pas mis, c'est peut-être même le plus important de tout ce que je raconte.